Voilà, Monsieur Drouet, on rentre dans la deuxième partie de l'exposition. Toujours des symboles, hein, on va dire, et puis là, on évolue quand même hein, dans le statut politique de la France. Alors, oui, tout à fait, puisque sur la première partie qui était la révolution des pouvoirs, donc vous avez bien vu qu'entre 1789 et 1791, au moment en septembre où est acceptée la Constitution, il y a un long délai. Entre-temps, vous allez avoir tout un travail autour de ce que nous, on a appelé, mais que Marcel Gauchet, qui est un historien aussi, appelle la révolution des droits, où les représentants donc élus vont établir le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors il est fondamental parce que c'est sur lui que vont s'appuyer, on va dire, les lois de la Constitution. La Déclaration des droits de l'homme, c'est le préambule à la Constitution. Où on le voit bien, donc on va s'inspirer d'une iconographie des tables de la loi, donc, qui fait partie de l'iconographie religieuse classique. Là, on a simplement une table, on n'en a pas deux, mais c'est la même source. Vous avez Minerve avec son bonnet de la liberté et son faisceau de licteurs sur la droite. Une pièce patronymique, puisque vous avez le nom de Ragon. Ce que l'on souhaite, donc, c'est l'égalité. Et puis, ce qui apporte, l'autre principe qui est le plus représenté sur la faïence, c'est la liberté. Et vous voyez bien que la liberté, elle se décline de manière différente. On est vraiment en présence d'un discours qui est affiché. Vive la liberté, 1791. Liberté, vive la liberté, même si on reprend encore le décor de trophée classique, mais on change effectivement certains aspects où on vient insérer un bonnet de la liberté. Mais tout cela peut se faire aussi sous le Royaume de France. On espère effectivement une régénération de la monarchie, y avoir plus de liberté, plus d'égalité, mais on ne remet pas en cause forcément le pouvoir du roi. C'est ça qui est passionnant, c'est qu'encore une fois, on se promène dans l'histoire avec ces faïences, hein, tout simplement, là. Alors exactement, on se promène dans l'histoire et on peut suivre progressivement, tout doucement, les événements des années 1789 jusqu'aux années 1794. Alors je vous laisse poursuivre du coup. Alors, que de mieux que de représenter la liberté, et on le connaît aujourd'hui à travers des chansons populaires très actuelles, l'oiseau qui se sauve de sa cage, et qui, en quelque sorte, se sent à l'aise, va retrouver une liberté naturelle. Comme cela est défini par la Déclaration des droits de l'homme, ce sont les droits naturels, la liberté et l'égalité. Eh bien, on voit l'oiseau qui retrouve sa liberté, même si il y a encore peut-être quelques menaces, où vous le voyez à travers ce renard, qui, dans l'iconographie, représente souvent la noblesse. Alors, je me permets une petite parenthèse, parce que l'on voit le thème de la liberté sur de nombreuses assiettes. Il y a l'aspect historique, mais est-ce qu'il y avait un aspect commercial aussi avec toutes ces pièces? Oui, alors, c'est pour ça d'ailleurs que souvent ces pièces, on dit qu'elles sont datées entre 1789 et 1794, ce qui n'est pas l'ensemble de la Révolution, parce que souvent la Révolution, on l'arrête à 1799. Il y a, avant la Révolution en France, des difficultés économiques, des difficultés industrielles, que connaissent bien les manufactures de l'Est de la France aussi, que ce soit Lunéville ou Saint-Clément. C'est le cas pour Rouen, c'est le cas pour Nevers. On sait qu'à Nevers, en 1789, on a 12 manufactures, mais il y en a 6 qui sont au chômage. Donc ce qui montre bien, avec des stocks qui sont estimés à plusieurs millions de pièces dans les magasins et qui ne sont pas vendus. Donc là, on voit bien qu'il y a une perte d'argent avec des stocks qui sont immobilisés, des investissements qui ont été faits et qui n'ont pas été, donc des pièces qui n'ont pas été vendues. Et la Révolution, alors ça peut correspondre soit à des aspirations des manufacturiers, des ouvriers, mais ça peut correspondre aussi à une politique commerciale où on va chercher à faire de nouveaux décors de manière à trouver une nouvelle clientèle et, on va dire, s'intégrer, correspondre aux nouvelles attentes de la société. Et ça, c'est passionnant aussi, parce que malgré tout, la vie continue, on va dire, malgré tout. Hein. Oui, tout à fait, exactement. Très belle pièce que je vous laisse nous présenter. Alors, vous avez ici une pièce que l'on dit souvent être un décor de Pont de Loire ou un pont de Nevers. Alors, plutôt Pont de Loire parce que vous n'avez pas en arrière-fond la ville de Nevers qui parfois était représentée.
Ce type de décor existe dès 1770 et ils sont véritablement magnifiques compte tenu de leur ampleur, parce que là, l'ensemble de la pièce est décoré. On y retrouvait les activités sur la Loire, de la pêche, parfois de la chasse aux oiseaux. Vous aviez toute la navigation marchande sur la Loire qui était représentée. Et avec la Révolution, eh bien, on adapte ces pièces exceptionnelles, parfois patronymiques, excusez-moi, c'est-à-dire qu'elles sont faites sur commande. Eh bien, cette fois-ci, on a une pièce qui est révolutionnaire. C'est-à-dire que les bateaux qui font le commerce sur la Loire portent au sommet du mât des bonnets de la liberté avec un drapeau. Et sur la terrasse centrale, vous avez un garde national qui protège sur sa droite un arbre de la liberté reconnaissable au bonnet sur la partie supérieure et au drapeau qui tombe donc bleu, blanc, rouge, comme vous pouvez le voir, la guérite et le canon. C'est véritablement le modèle du nouveau citoyen qui défend la liberté. On continue dans la symbolique avec le fameux bonnet notamment. Hein. Alors, effectivement, le bonnet de la liberté qui va être utilisé par les révolutionnaires. Alors, la source iconographique de ce bonnet, de la représentation de ce bonnet, elle est antique. Il y avait en réalité, à la fin du XVIIIe, deux bonnets. Il y avait le bonnet oriental légèrement recourbé, tel qu'on peut le voir sur, par exemple, cette assiette. Et puis, il y avait le pileus romain, qui était donné donc par les Romains aux esclaves affranchis, qui, lui, était plutôt conique. Et au moment de la Révolution, vous allez avoir une fusion à la fois du sens et de la forme de l'un et de l'autre, ce qui fait qu'aujourd'hui, le bonnet de Marianne, il a la forme du bonnet d'Anatolie, le bonnet phrygien, avec le sens du pileus romain, le sens de la liberté. Et ce bonnet, il est important parce que c'est lui qui donne, on va dire, le sens à ces arbres, puisque ce sont des arbres de la liberté. Alors ils jouent un rôle important, on les connaît depuis longtemps, puisque dans les traditions paysannes, ça correspond à l'arbre de mai, qui symbolise en quelque sorte un moment de réjouissance où on va passer de l'hiver à l'été ou au printemps, c'est la renaissance, on va passer de l'intérieur à l'extérieur, et c'est le moment de fête où vous aviez des rubans, des objets qui étaient fixés sur les parties supérieures. Au moment de la Révolution, eh bien, autour de lui vont se rassembler la population, il va y avoir de nombreuses fêtes, et il devient le symbole de la liberté. On estime, je crois, 60 000 arbres plantés au moment sur la période révolutionnaire. C'est l'abbé Grégoire qui nous donne ces chiffres. Et on continue sur un meuble, cette fois-ci, alors comment on va dire? C'est un meuble où on rend hommage, je ne sais pas comment on peut dire, les symboles. Alors, ici, c'est un meuble qui fait en quelque sorte la transition où vous aviez d'un côté l'arbre de la liberté, on voit bien la joie qui est évoquée, mais cette liberté, on ne veut pas la perdre. On est prêt à la conserver à tout prix. Et c'est pour ça que vous voyez sur ces arbres de la liberté apparaître le discours « la liberté ou la mort ». Là, sur cette pièce de Lunéville, qui est assez extraordinaire, ou sur cette pièce de Saint-Clément, « La liberté ou la mort », le discours est très clair. Il est d'ailleurs protégé par des barrières, parce que ces arbres de la liberté plantés dans les villages, qu'on voulait très haut, parce que justement ils devaient dominer le village et être vus, eh bien il est protégé par des barrières, parce que même dans les villages, pour ceux qui sont contre la Révolution, ils vont essayer de les abattre. L'Assemblée va prendre des décrets pour punir ceux qui veulent les couper. Elle va récompenser ceux qui défendent l'arbre de la liberté. C'est véritablement un symbole révolutionnaire important. Et cette volonté de se sacrifier ou de conserver la liberté à tout prix, eh bien vous le voyez sur d'autres faïences. Ici, la forteresse qui se défend, vivre libre ou mourir. C'est-à-dire que la forteresse de la Bastille, qui autrefois était le symbole de l'absolutisme, ici devient le symbole de la liberté que l'on veut défendre. Alors face aux assaillants, puisque la France est en guerre depuis avril 1792, et les puissances européennes vont être de plus en plus nombreuses après la mort du roi, dès janvier 93 et ensuite en février 93. Donc ce sont ces ennemis qu'on veut représenter d'une certaine manière, qui peuvent être aussi des ennemis de l'intérieur, que ce soit les Vendéens ou ceux considérés comme les villes, par exemple, fédéralistes. Alors, on est prêt à vaincre ou mourir, d'où l'abréviation VOM, ce qu'on retrouve le terme mourir de nombreuses fois, parfois avec bien évidemment des fautes d'orthographe. Et puis, donc le message est clair aussi sur cet arbre de la liberté où vous avez le canon, le tambour et les piques, donc qu'on doit absolument défendre.
Mais la liberté, elle est défendue, ou les idées de la Révolution, elles sont défendues par des hommes qui sacrifient aussi leur vie. Donc on peut penser à Robespierre, on peut penser à Marat, mais il ne faut pas oublier Mirabeau, c'est lui qui, comme premier héros en quelque sorte de la Révolution, va être le plus représenté. Vous avez ici l'évocation de sa mort. Mirabeau est mort, Mirabeau n'est plus, 1791. Il va mourir le 2 avril 1791, et là l'Assemblée va décider de transformer l'église Sainte-Geneviève en panthéon et d'y mettre le corps de Mirabeau, qui est considéré par certains comme l'Hercule de la liberté. C'est l'image de cet aristocrate, puisqu'il était noble, qui n'a pas été élu à l'Assemblée par ses pairs, mais qui est représentant du tiers. Donc il témoigne bien de cette transition qui se fait, qui va être présent lors de tous les grands débats, que ce soit sur la Constitution, sur les droits de l'homme, et qui est récompensé ici, puisque au Man de Mirabeau, la patrie reconnaissance, on retrouve ici d'une certaine manière la formule qui est sur le fronton du Panthéon, qui va reconnaître effectivement ces personnages illustres qui ont joué un rôle fondamental pour la Révolution et les libertés. Alors ce sera, pour l'anecdote, une gloire de courte durée, puisque Mirabeau, ce qu'il espérait aussi, c'est d'une certaine manière être ministre. Mais là, ce n'est pas possible puisque les députés ont clairement voté une loi où il est interdit aux membres de l'Assemblée d'être ministre. Donc il doit se résigner à ne pas être ministre, mais néanmoins, il va, on va dire, discrètement négocier pour être conseiller du roi. Il va obtenir contre cela le paiement de ses dettes estimées à 200 000 livres, une rente mensuelle de 6 000 livres, et puis là, le paiement d'un secrétaire. Alors, ceci sera découvert après la prise des Tuileries, lors de la découverte de l'armoire de fer, ce qui fait que Mirabeau au Panthéon, eh bien, il va y être jusqu'en 1794. Il va être sorti en 1794 par la petite porte, tandis que va y rentrer Marat, assassiné en juillet 1793 par Charlotte Corday. Période vraiment turbulente, alors, on va dire, quand même. Oui, tout à fait, effectivement, pleine de rebondissements et symbolisée aussi par la faïence, pleine peut-être de menaces, alors qui ne sont jamais clairement affirmées, menaces intérieures, menaces extérieures, mais qui sont présentes avec ce coq que vous avez déjà perçu précédemment, le coq que l'on retrouve sur les assignats, avec la pique et le phylactère, la liberté ou la mort, notamment les assignats de 25 sols. C'est véritablement une source d'inspiration que l'on peut retrouver à Saint-Clément, par exemple, ou jusque dans le sud de la France, là on est à Haut-Villars, inspiré sans doute des décors de manufacture de Saint-Clément, ou à Nevers, où il est présent sur un canon. Donc là vous avez toute une déclinaison de ces productions. Alors pourquoi avoir rassemblé par exemple sur cette thématique-là des pièces qui en fin de compte montrent à peu près la même chose, parce que ce qui nous tenait aussi à cœur, c'est que en dehors du fait de retracer, de compter en quelque sorte l'histoire à travers la Révolution, il nous semblait important de montrer ce que c'était qu'une collection. Puisque cette collection de plus de 600 pièces, aujourd'hui on peut en voir 240 lors de l'exposition, elle est léguée par monsieur et madame Ménard, qui ont rassemblé donc plus de 600 pièces et qu'ils donnent au musée. Et ce qu'a fait monsieur Ménard, c'est qu'en dehors de collectionner des thèmes ou des illustrations différentes, lui, il a souhaité aussi rassembler avec un même décor des pièces de formes différentes. C'est pour ça que vous les voyez sur un plat à barbe, sur des saladiers, sur des assiettes, sur des écuelles, et puis sur des cadrans d'horloge, sur des bouquetières. Donc on a vraiment une variété de pièces concernant les arts de la table, ou des pièces décoratives, ou des pièces liées plutôt aux soins, à l'hygiène, comme des bassins de toilette, etc.